est arrivé devant la maison, et j'ai regardé le bâtiment. J'ai regardé le bâtiment et j'avais ce tic incessant de regarder à gauche et à droite. Plutôt que de regarder devant moi et de regarder la porte, quand est-ce qu'elle allait s'ouvrir, ou plutôt de regarder les autres, Ethan, Taylor, et plutôt que de regarder les autres, Ethan, Taylor, j'avais ce tic incessant de faire craquer les articulations de mes doigts. J'étais en train de regarder le bâtiment. Je voyais Taylor qui, lui, comme moi, regardait à gauche et à droite. Il scrutait avec attention le paysage, et à un moment, je me suis mis juste devant la première fenêtre. Accroché mes mains au barreau, j'ai essayé de regarder à l'intérieur. J'ai demandé si quelqu'un avait les clés, et tout de suite, derrière moi, Ethan est arrivé et a dit qu'il avait les clés. Il est allé les chercher à l'intérieur de sa voiture, a ouvert la portière, j'ai entendu et vu les clignotants de sa voiture. Il est ressorti avec les clés, ou plutôt un trousseau de clés. Il y avait plusieurs clés, certainement toutes les clés de l'intérieur de la maison, certainement les clés de toutes les portes à l'intérieur. Il a enfoncé la clé et j'ai entendu alors le mécanisme de la vieille porte s'ouvrir. La vieille porte s'est ouverte. À plusieurs étages, j'ai entendu le verrou s'ouvrir. Il a poussé la porte. À l'intérieur, ça sentait le bois. Ça sentait le bois brûlé, le vernis, et ça sentait le bois poncé. Un peu comme dans une ancienne menuiserie. Je l'ai regardé. Un peu comme dans un ancien atelier de peintre ou une ancienne menuiserie. J'ai regardé les meubles, j'ai regardé tout autour de moi. Encore une fois, je ne cessais d'avoir ce tic incessant de faire craquer mes doigts. Et à côté de moi, Taylor était assis. Me demandait comment ça allait, la main dans mon dos. Je me suis levé avec lui, je lui ai tendu mon bras, et il s'est accroché à mon poignet. On a marché tous les deux, et nous sommes allés jusqu'en face de l'autre escalier sur le côté. Taylor ne cessait de regarder autour de lui, et n'avait de cesse de regarder autour de lui. Les murs, les remparts, les escaliers, les rideaux, les fenêtres, et moi je faisais craquer mes doigts. C'était certainement l'un de mes tics les plus dégueulasses C'était certainement l'un de mes tics les plus dégueulasses, en tout cas celui qui était le plus dérangeant même pour moi, même si ça venait de mes propres mains. Je faisais craquer mes articulations. Au bout d'un moment, parfois je frottais mes mains l'une contre l'autre, mes doigts l'un contre l'autre, et au bout d'un moment, à force de frotter mes doigts l'un contre l'autre, j'avais les mains et les bords de mes doigts qui étaient rouges. Je regardais alors la maison et nous nous sommes installés dans les chambres. J'ai été prendre les valises tard le soir. Les fenêtres, juste au-dessus, des lampes s'étaient allumées. J'avais demandé à Ethan, dehors, assis sur une bûche de bois, sur un rondin de bois, j'avais demandé, en composant le numéro de Taylor, d'allumer les lampes. Les lampes se sont allumées et j'ai été chercher ma valise. J'ai appelé Taylor, puis j'ai composé le numéro de Ethan. On est tous venus chercher nos valises et on s'est installés chacun dans une chambre. Chacun avait sa chambre séparée, mais malgré tout, nous allons quand même partager la même chambre, même si chacun avait sa chambre séparée. Une chambre là où on pouvait se reposer seul, se poser un instant pour pouvoir être seul face à soi-même, ou alors même, parfois de temps en temps, refaire l'organisation de notre valise. Mais c'était une chambre à part dans laquelle on pouvait être et venir seul. Sinon, cette grande maison dans laquelle nous allons passer un séjour était plus que suffisante pour trois personnes comme nous. Évidemment, il y avait aussi mon copain, Colin, que nous attendions impatiemment. C'était un personal shopper, il s'occupait de vêtements pour des célébrités. Mais nous l'attendions encore, et je savais qu'à la fenêtre, le jour ou le soir, peut-être où je verrais, pendant la soirée, un véhicule, une voiture, une berline noire, ou alors peut-être un SUV, si c'est sa voiture professionnelle. Le jour où je verrai une voiture noire, si c'est un SUV, c'est sa voiture professionnelle. Si c'est une berline, c'est sa voiture à lui. Le jour où je verrai une voiture noire s'arrêter, éteindre ses phares, et sortir avec des vêtements en main, je saurai que c'est Colin. Colin nous avait emmenés quelque part dans un vrai loft, un vrai studio d'enregistrement, là où un groupe d'alternative indie était en train de se produire.
C'était un groupe d'alternative indie et aussi d'électro qui était en train de se produire, mais il n'était pas là. Colin nous avait juste emmenés pour pouvoir déposer les affaires. Il avait ouvert l'armoire. Il était parti dans la partie vivante, la partie à vivre du. Il était parti dans la partie à vivre du studio. Nous sommes restés là, mais c'est vrai que d'un côté, je n'avais pas trop envie de rentrer dans la partie à vivre. Je n'avais pas trop envie de rentrer dans la partie à vivre, la partie vivante du studio. Nous sommes restés là, dans le studio, là où les guitares étaient suspendues, où les instruments étaient accrochés, et où les amplis étaient l'un sur l'autre empilés, contre le mur. J'ai toujours rêvé, j'ai toujours rêvé de voir une salle là où ils mettent tous leurs vinyles, les vinyles d'argent, les vinyles de, les vinyles d'or, et aussi même les vinyles de diamant. J'ai toujours rêvé de voir ces vinyles qui sont sous verre et qui sont accrochés au mur. Un peu comme les grands auteurs. Dans leur appartement, ils ont toujours une salle avec dans des cadres de différentes couleurs, ou alors des cadres noirs, des cadres blancs, ou des cadres rouges, ou même des cadres gris. Ils ont toujours la première page de leur livre, ou alors de leur plus grand best-seller. Là, j'avais toujours rêvé de voir une salle dans laquelle il y avait les vinyles d'or, les vinyles d'argent et les vinyles de diamant. J'ai été la voir, j'ai poussé les rideaux rouges et j'ai vu les vinyles au mur. J'avais l'impression d'être dans un endroit que je ne connaissais que très peu, ce qui était le cas. Mais j'avais surtout plus qu'autre chose, l'impression de réaliser mon premier rêve. Derrière moi, Derrière moi, Taylor est arrivé et m'a demandé qu'est-ce que je faisais. Je lui ai dit que toujours voulu voir ce genre de salle. Sur le côté, il y avait un vinyle et je me suis assis dessus. J'ai regardé pendant très longtemps ce vinyle-là. Il n'était pas encore sorti, c'était certainement leur dernier album. Celui-ci n'était pas encore sorti, je connaissais ce groupe plus qu'autre chose. Il avait bercé mon enfance. Il avait bercé mon enfance lorsque mon père était parti et qu'il m'avait lâchement abandonné. Je connaissais ce groupe, mais ce disque-là, par contre, avec la pochette de l'album juste en dessous, ne me disait absolument rien. C'était certainement celui qui était en, C'était certainement celui qui était en préparation, mais ils avaient peut-être déjà une maquette ou une idée de à quoi allait ressembler leur vinyle. Ils avaient peut-être déjà une idée de à quoi allait ressembler le disque vinyle et de, et de comment serait, serait décoré leur pochette pour pouvoir mettre les vinyles, ou alors même sur, ou alors même sur internet, ou même sur Spotify. J'ai cherché s'il était déjà sorti ou quand est-ce qu'il allait sortir, et l'application m'a donné la réponse, la date exacte. On est resté là longtemps, tous les deux, jusqu'à ce que Colin nous appelle pour pouvoir tout de suite, maintenant, repartir. Ce, lo- ce loft n'était pas à nous, évidemment, il fallait tout de suite qu'on reparte. Ce loft, évidemment, n'était pas à nous, il fallait qu'on reparte. Il fallait malheureusement qu'on parte et qu'on remette tout à leur place. Alors j'ai aidé Colline pour remettre les armoires à leur place. J'ai aidé Colline pour faire coulisser les armoires, les remettre à leur place telles quelles. J'ai refermé les rideaux et J'ai aidé Taylor et Ethan qui étaient restés dans le bar à tout remettre en place. Et puis nous sommes partis. Derrière moi, sur la route, dans la voiture de Colline, je me retournais encore pour pouvoir voir le loft de loin, parce que j'avais quand même une petite envie d'y rester. Mais ce n'était pas le mien. Ça appartenait quand même à trois célébrités qui étaient un groupe de musique ensemble. Donc il fallait que nous partions, peu importe la raison. Même si c'était juste pour déposer des vêtements. Nous sommes allés garder un Airbnb. Un Airbnb, tout ce qu'il y avait de plus banal, malgré le fait qu'il soit un petit peu vertigineux. Il était complètement en verre, il n'y avait presque aucun mur. Mais c'était un Airbnb, tout ce qu'il y avait de plus banal. Il y avait une petite cuisine et il y avait un petit coin salon avec un grand écran plat. Avec un grand écran plat au mur, il y avait un petit coin salon. Il y avait une chambre qui était éclairée par des néons au sol. La chambre était en bois et sur le sol, c'était en plaques blanches que l'on pouvait voir séparées. En plaques blanches que l'on pouvait voir séparées, je ne savais pas trop en quelle matière elles étaient, même si c'était du plastique ou si c'était peut-être du métal. Nous ne sommes pas restés longtemps ici. Nous ne sommes pas restés longtemps ici, mais chaque matin, quand je me levais, ou alors même l'après-midi, parfois le soir, j'allais sur la terrasse et je m'asseyais. Les jambes qui pendaient dans le vide, je les faisais aller
et je m'asseyais les mains sur le rebord, parce qu'il n'y avait pas de barrière pour protéger du vide. Les- Il n'y avait pas de barrière pour protéger du vide sur la terrasse. La terrasse était à même le bord et était à même le vide. À même le bord et à même le vide, on pouvait s'y asseoir juste à côté. On pouvait s'y asseoir juste à côté sur le bord. Mais lorsqu'on regardait en bas et qu'on se penchait en avant, c'était le vide total. Il n'y avait rien pour nous retenir. Alors j'allais très peu. J'allais très peu à cet endroit-là. J'allais très peu sur cette terrasse. Mais très souvent, le matin, je montais par-dessus le Airbnb qui était, qui était juste coincé entre deux rochers. Il était dans les roches, dans les rocheuses, coincé entre deux rochers, un qui lui passait un petit peu plus par-dessus et un autre qui passait un petit peu plus par en dessous. J'allais m'asseoir sur celui qui était au-dessus et je pouvais avoir une vue culminante sur tout ce qui dominait la montagne. C'était principalement, c'était principalement des rochers qui ressortaient, C'était principalement des rochers qui ressortaient sur lesquels je pouvais voir des algues qui avaient, qui avaient commencé à pousser et sur lesquels je pouvais voir de petits coraux rouges et de petits coraux blancs qui avaient commencé à pousser à la surface. Mais principalement, j'entendais le bruit des vagues et quand je me penchais en avant malgré mon vertige, j'arrivais à voir les vagues qui se bousculaient pour pouvoir s'écraser contre les rochers. Encore une fois, j'avais l'impression d'être observé. Nous sommes allés garder la maison de verre d'un homme Nous sommes allés garder la maison de verre d'un homme richissime au testament qui était complètement vide. Il pouvait y mettre qui que, il pouvait y mettre qui que ce soit dessus, mais son testament n'avait pas encore été rempli. Alors certes, le prix de rester dans cette maison, c'était d'écouter ses histoires à propos de ses petits-enfants. C'était d'écouter ses histoires sur la guerre, d'écouter ses histoires sur ce qu'il avait vécu et ce qu'il avait traversé. Ce n'était pas si déplaisant que ça si on se faisait un bon café et que c'était le soir. Si c'était le soir et qu'on se faisait un bon café ou alors un bon thé, ou qu'on se prenait un petit soda qu'on ouvrait dans sa chambre, on se mettait sur une chaise, on s'installait tous les trois, l'un contre l'autre, comme ça, on s'installait sur un fauteuil contre le mur en verre, et on regardait l'autre partie de la maison encore allumée. Le salon avec les chaises et avec la table en verre, avec le grand bouquet de fleurs rouges, était encore installé, avec les feuilles et les fleurs rouges qui étaient en train de faner. On regardait le temps passer, le temps s'écouler, mais en même temps nous écoutions son histoire. C'était le prix à payer pour rester ici. On devait aussi prendre soin de lui donner son masque. On ne devait pas lui donner à manger ou quoi que ce soit, il était nourri par une sonde. Certes, c'était un petit peu dégueulasse, mais pour moi, c'était le prix à payer. Le prix à payer pour rester dans une maison si luxueuse. Il fallait s'occuper de lui, écouter ses histoires, rester avec lui et lui donner son masque à oxygène. De temps en temps, faire certaines choses et obéir à ses ordres, mais ses ordres n'étaient jamais trop pointilleux ou trop exigeantes. Taylor, pour le moment, testait une expérience. Il s'était inscrit à une académie de dessin pour pouvoir dessiner. Il s'était inscrit à une académie de dessin qui était renommée pour pouvoir dessiner des portraits. Plus qu'autre chose, il en avait marre de dessiner des mangas. Il en avait, il en avait marre de faire comme les mangaka et dessiner des mangas. Alors il s'est installé à une table un jour et a essayé de nous dessiner. Plusieurs fois, il a essayé de dessiner Ethan qui ne faisait pas grand-chose. Plusieurs fois, il a essayé de me dessiner quand je ne faisais pas grand-chose, mais jamais il ne se trouvait convaincant. Moi, si, je trouvais que ce dessin était convaincant, mais jamais il n'aboutissait à leur fin. Mais la moitié la moitié du dessin que la moitié du dessin que je pouvais voir, la moitié de mon visage qu'il avait réussi à dessiner, mais sans dessiner l'entièreté, je les trouvais convaincants. Déjà assez beaux pour que je puisse les accrocher au-dessus de mon lit. Quand on est allé voir Alessa, une ex-mannequin qui a arrêté le mannequinat, il s'est tout de suite installé à une table et a commencé à lui dire « Est-ce que je peux te dessiner ?» Elle s'est retournée, un peu confuse, et a regardé Taylor. Taylor s'est présenté et a dit « Je m'appelle Taylor, est-ce que je peux te dessiner ?» Elle s'est alors tout de suite habillée autrement, a retiré ses vêtements. Elle est partie dans sa chambre et lui a dit « Attends une minute, je vais m'habiller correctement. » Elle est revenue avec un châle un peu beige, un verre de, un verre de champagne qu'elle a posé sur le côté, la bouteille qu'elle a posée dans un seau avec des glaçons. Elle a demandé à Taylor s'il en voulait un, s'est retournée vers la cuisine, a hésité à dire oui et finalement a dit non.
Saisissant son premier crayon et son premier stylo, il a commencé à la dessiner. Il ne dessinait pour le moment que des moitiés de visage, et, il verra si un jour il réussira à dessiner tout un visage. Il lui a montré et lui a dit: Est-ce que tu trouves ça convaincant? Elle l'a regardé attentivement. Aucun mot ne sortait de sa bouche jusqu'à ce qu'elle dise et dirige le dessin vers lui, en repoussant le dessin vers Taylor. Taylor était déçu, et elle lui a dit en levant la tête: C'est magnifique. Comment tu fais pour prendre autant de précision et, comment tu fais pour prendre autant de précision en si peu de temps? Taylor lui a répondu, saisissant ses crayons et les rangeant les uns après les autres. Il lui a répondu qu'il essayait tout ça sur Falcon, sur moi et sur Ethan. Elle s'est retournée vers nous et nous a regardés attentivement, comme si elle scrutait le moindre des traits de notre visage. Aujourd'hui, c'était à nous de faire quelque chose pour Colin. Il nous avait emmenés dans des endroits tellement spectaculaires, il nous avait emmenés dans des endroits tellement luxueux que c'était à nous de faire quelque chose pour Colin. Colin nous suivait, mais l'air un peu suspicieux de ce qu'on faisait. On s'aventurait dans des terrains vagues, là où il y avait des vieilles usines abandonnées. Les vieilles usines abandonnées étaient souvent en contre-jour. On les regardait en contre-jour avec la lumière du coucher de soleil. On y est allé au coucher. On est allé au coucher dans ces vieilles usines et on en a traversé quelques-unes qui sentaient l'amiante ou alors qui sentaient les produits renfermés. Ça sentait les produits renfermés, ça sentait l'amiante, ça sentait l'isolation. Quelques-unes qu'on a dû traverser parce qu'elles étaient grandes et enfermaient tout le terrain. On est passé par un terrain par l'arrière et il y avait une vieille piscine. Ça sentait déjà de loin le chlore et ça sentait déjà de loin les produits pour nettoyer les carrelages. Quand on est arrivé devant l'immeuble, j'ai forcé la porte. J'ai forcé la porte avec la clé que je tenais fermement en main depuis longtemps. J'ai forcé le cadenas et puis je l'ai jeté à terre. Colin m'a regardé et m'a demandé si ce n'était pas dangereux. Je me suis retourné, sourire en coin, et je lui ai dit: Non, t'inquiète. On est rentré et finalement, à l'intérieur, il y avait cette piscine vide. J'ai allumé la lumière sur le côté, et il y a plein de lampadaires, de lampions qui se sont allumés à l'intérieur de la piscine. La piscine était vide, abandonnée, mais pour le moins habitable. On l'avait, on l'avait aménagée avec des draps, avec des matelas, avec des coussins. On en avait fait un vrai campement, un endroit dans lequel on venait se réfugier de temps en temps. On s'était mis là avec Colin et il y avait même un frigo sur le côté branché au-dessus à des prises et à une rallonge qui était branchée à l'intérieur de la cabine qui réchauffait l'eau de la piscine avant qu'elle ne soit abandonnée. On avait branché un frigo et de temps en temps on venait ici. On a mangé un truc, on est resté là une soirée, on est resté là à parler de pourquoi est-ce qu'il avait choisi le métier de personal shopper. Il disait que c'était intéressant de parfois rencontrer les célébrités, de voir où est-ce qu'elles habitaient, dans quelles conditions, et comment est-ce que ça se faisait. On a écouté on a écouté toutes les fameuses histoires de Colin, toutes les choses qu'il toutes les choses qu'il nous a racontées. On était suspendus à ses lèvres, mais malgré tout aussi suspendus au décor de cet endroit qui paraissait presque mystique et complètement improbable. Avec la cuissette de Ethan, comme il s'agissait de quelque chose qui lui appartenait. Quelque chose qui lui appartenait dans un sens quelque part. Parce que ça ne lui appartenait pas. Ça ne lui appartenait pas clairement, pas au sens propre. Ça ne lui appartenait pas au sens propre. Un souvenir peut nous appartenir, certes, mais celui-ci a été vendu. Celui-ci a été vendu, désormais ce n'est plus à lui. Désormais ce n'est plus à lui, il a été vendu. Alors cette maison, certes, était toujours à lui quand même, parce que c'était sa maison d'enfance. Mais on a retiré le panneau, mais elle est quand même sur le marché. Toujours sur le marché. Il y a des gens qui venaient la visiter, mais il y a une chose que nous, on n'avait pas visitée quand on était allé la voir. C'était la cave. Alors ce jour-là, on est arrivé avec la Audi Q7. Avec la Audi Q7 de Ethan, il a freiné et j'ai vu dans la manière de freiner qu'il était impatient de rentrer. Pas impatient comme un enfant serait impatient de rentrer chez lui, mais impatient de rentrer pour régler un problème. Il a freiné, j'ai vu que la voiture a fait presque a presque fait avec les amortisseurs un petit bond en avant et en arrière, parce qu'il avait freiné sèchement. J'ai mis mon pied au sol, accroché encore à la portière qui était ouverte. J'ai attendu Ethan, mettant ma main sur son épaule. Il m'a regardé et je lui ai demandé si tout allait bien. La maison qui surplombait
La maison qui surplombait un grand jardin avant et un grand jardin arrière était en plein contre-jour avec le soleil. Le soleil était en train de se coucher, il était bientôt très tard, et on était allé dans la cave. La cave, les gouttes d'eau qui tombaient du plafond, je les regardais quand nous sommes descendus. La cave était juste en dessous, la porte de la cave était juste en dessous des escaliers à l'entrée. On est descendu et il y avait plein de boîtes avec son enfance qui était mis dans des objets, des souvenirs qui étaient dans de simples objets. Ça pouvait passer d'une BD, ça pouvait passer d'une BD autant que ça pouvait passer à quelque chose qui appartenait à sa mère. Alors nous sommes restés là longtemps, et nous avons épluché ce qu'il y avait à l'intérieur. Nous avons épluché ce qu'il y avait à l'intérieur de la cave. Nous avons épluché chacune des pièces et épluché chacune des choses qui se trouvaient dans ces caisses. Finalement, on est reparti avec quelques caisses, on est remonté, on les a données à Taylor. Quand on est reparti, je voyais que Ethan paraissait plus calme, son dos paraissait plus détendu que lorsque nous étions en train d'arriver. J'ai toqué à sa porte et on est arrivé à son appartement. Colin nous a ouvert et directement à l'intérieur, à l'intérieur, ça avait cette odeur de tissu. Ça avait cette odeur de fringues qui n'était pas finie mais qui était sur le point d'être finie. Partout autour de nous, il y avait des mannequins sur lesquels des robes étaient mises et fermées. Il y avait même des robes qui étaient épinglées et dessinées sur des feuilles et qui étaient épinglées sur ces mannequins sur lesquels il y avait des robes ou alors sur lesquels il y avait des petits hauts. Et on regardait ces mannequins un peu partout. Certains étaient même suspendus par des câbles au plafond. Certains étaient même dans le vide, comme ça, par terre, à même le sol. Et il nous expliquait, ici vous avez du Dolce Gabbana, ici vous avez du, ici vous avez du Dior, ici vous avez du Kenzo, ici vous avez du, ici vous avez du Gucci. Et il nous expliquait méthodiquement et méticuleusement. Il sortait les vêtements, nous les montrait pour certains qu'il pouvait, et pour d'autres il ne pouvait pas. Nous montrait les vêtements et nous disait voilà. Et ici vous avez toute la collection Dolce Gabbana. À présent, je vais vous montrer les autres marques, Kenzo, Miu Miu. Il nous a montré un petit peu toutes les marques qu'il avait. Et là, il est allé voir Hermès, nous a montré toutes ces marques, nous a montré des vêtements qu'il pouvait montrer, ou alors nous les a montré quand les housses étaient transparentes et étaient en plastique. Il nous les montrait, elle les sortait et on était là. À un moment, je suis allé dans son appartement, je suis monté et je suis redescendu. J'avais disparu pendant un moment, Ethan s'est retourné. Ethan s'est retourné et m'a dit t'étais passé où? Je l'ai regardé quand il nous présentait une robe et je lui ai dit tu sais, franchement, ça m'étonne pas que t'aies tous les Ocean 8. Il a levé les yeux vers son plafond, je lui ai dit oui, je suis monté. Et je lui ai dit ça m'étonne pas que t'aies tous les Ocean 8. J'avais été voir dans son PC, sur une petite clé USB, il avait tous les films Ocean 8, du premier au dernier. Ocean 11 et Ocean 8, il les avait tous. Tous, du premier au dernier. Et j'ai regardé son PC, même son historique. J'en ai profité, j'avoue, j'en ai profité, oui. Et quand je suis redescendu, finalement, il nous a dit voilà, bon, on va aller voir Dolce Gabbana. Et on est allé tout au fond. Il nous a montré les robes, mais certaines dispersées certaines qui étaient dispersées un peu partout. Il y avait parfois la housse qui était ouverte et on pouvait voir ne serait-ce qu'un petit bout de tissu dépassé. Il y en avait une qui était complètement noire et une autre qui était un petit peu dorée. Celles-ci étaient l'une à côté de l'autre. Et quand il nous présentait Dolce Gabbana, on était suspendu à ses lèvres. Il était d'un tel sérieux il était tellement méticuleux et tellement méthodique. Il était d'un tel sérieux. Et soudain, derrière nous, on a entendu la poubelle s'ouvrir. J'ai vu Taylor plonger sa main dans la poubelle. Je me suis pas posé de questions directement. J'ai simplement haussé les épaules et je me suis demandé, c'est Taylor, quoi, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et finalement, j'ai continué à écouter Colin. On s'est tous les trois retournés quand Taylor a pris un paquet de chips en main et nous a demandé et ça aussi c'est du Dolce Gabbana? On s'est retourné, on l'a regardé. La confusion avait la confusion autour de la question de Taylor qui était complètement absurde. Moi, ça m'a fait rire, un petit sourire en coin, rien de plus, comme Ethan. Mais Colin, lui, était complètement perdu, complètement comme si un voile opaque était venu se mettre devant lui. Nous deux, on avait compris la blague sur Dolce Gabbana. C'est vrai que Dolce Gabbana avait souvent l'intention de faire des choses qui dépassaient un petit peu,
qui dépassaient un petit peu la haute couture, des choses qui étaient parfois surprenantes. Et cette année où ils avaient fait des sacs avec des paquets de chips avait été plus que surprenante. Et lui, récupérant un vieux paquet de chips dans la poubelle, nous a demandé: est-ce que ça c'est du Dolce Gabbana? Moi, ça m'a fait rire. Mais Colin derrière, qui était censé être au courant, c'était comme si un voile s'était posé devant lui. On avait pris une chambre dans un motel, sans même se rendre compte que quelques minutes plus tard, il s'agissait du vrai motel de Psychose. Enfin, pas du vrai, mais celui qui a été utilisé pour faire la série Bates Motel. Alors il s'agissait clairement du vrai, mais on avait pris une chambre dedans. On était engagé à passer ne serait-ce qu'un petit séjour de quelques jours à l'intérieur du motel. Quand je suis sorti, une voiture blanche avec quelqu'un qui était en train d'écrire, une jeune femme, avec des cheveux coiffés sur le côté mais courts, et une autre femme avec des cheveux plus longs mais ondulés, qui conduisait, et à côté un homme en costard noir. J'ai regardé autour de moi et je me suis dit: où est-ce qu'on est ici? J'ai été voir un peu plus loin, j'ai contourné le motel, et puis j'ai vu tout un studio de tournage, des caméras qui étaient dispersées et déplacées. Finalement, je suis revenu devant la chambre, je me suis tourné, et là j'ai aperçu la vraie maison de Psychose. Ce n'est pas vrai. Je me suis retourné, j'ai été dans la chambre, et il s'agissait que nous étions vraiment dans l'hôtel de Psychose, celui qui avait servi pour le tournage de la série, et celui qui avait servi pour le tournage des plusieurs films de Hitchcock. J'ai regardé la maison, et ça méritait qu'on monte jusqu'en haut si on le pouvait. On est monté par en haut, et on est allé voir la maison. Je me suis assis exactement sur les marches comme Norman Bates. Je trouvais ça marrant de pouvoir m'asseoir tel qu'un je trouvais ça marrant de pouvoir m'asseoir sur les marches d'un endroit qui avait été utilisé pour plusieurs films et pour une série, et de pouvoir m'asseoir comme le tueur en série de ces films. On est allé voir Lady Black avec Colin. Une femme à la voix beaucoup plus rauque lorsqu'elle chante. Une femme à la voix beaucoup plus rauque lorsqu'elle chante, et une femme à la voix beaucoup plus calme et beaucoup plus posée, limite presque une voix aisée et presque une voix aisée, posée, et même une voix qui a l'air de te complimenter à chaque mot. Nous sommes allés voir Lady Black, et juste dans sa loge, on a frappé à la porte. On a frappé à la porte, enfin plutôt Colline, et moi je n'en revenais pas qu'on faisait ça. On allait voir une chanteuse bien avant qu'elle ne monte sur scène. Elle était occupée de se préparer, occupée de se maquiller. Elle s'est retournée, mais sans provoquer. Elle s'est retournée, mais sans juger. Elle s'est retournée, mais sans mal regarder. Elle ne jouait pas la diva, elle ne jouait pas la déesse, elle ne jouait pas les je suis plus forte que, et elle nous a regardés. Je voyais que Colin était très habitué à être avec elle. Il s'est assis sur la chaise juste à côté, nous on s'est assis juste en arrière, et elle nous a regardés et a dit: non, non, venez, et on s'est assis à côté d'elle. On s'est assis à côté d'elle sur une chaise, elle a posé 3 chaises près d'elle, et on s'est assis. Colin a commencé à exposer la robe à exposer sa robe, son vêtement qu'elle allait porter pour son concert. Elle disait toujours concert, donc moi je m'attendais à feu d'artifice, flammes, lumière et beaucoup d'extravagance. Mais en fait, très peu d'extravagance était dans son concert. Elle m'a regardé, et quand on a eu des places, quand elle nous a offert 3 places, on est allé s'installer. Je ressentais chaque touche de piano. Je ressentais chaque lumière éthérée. Et je ressentais même le piano prendre la place sur la scène. Le micro bien positionné. Elle a enfilé sa robe, est arrivée. Elle nous a vus dans la scène et nous a fait un signe. Je me suis retourné me demandant si les gens qui étaient là avec nous se posaient la question de à qui est-ce qu'elle faisait un signe. Mais peut-être que non. Peut-être que les gens se disaient qu'il faisait un signe à son public. Alors que, alors que ce signe de salut était visé sur nous. On était là et moi je l'ai écouté, ressentant chaque note de piano. Elle chantait très calmement, encore une fois avec sa voix qui était rauque lorsqu'elle chantait. Au-dessus de nous, il y avait des lampes éthérées, qui bougeaient un petit peu, et des lampes un peu plus sombres, qui bougeaient un petit peu au-dessus du piano, ou alors parfois une lampe un petit peu plus claire qui l'éclairait de sa chevelure noire.
Elle était en train de regarder son piano concentrée sur sa voix. Le micro qui était juste devant elle et qui embrassait ses lèvres presque, elle était en train de parler et de chanter. Et entre deux chansons, parfois elle se levait sur scène et venait, elle se levait sur scène parfois entre deux chansons. Elle venait voir les gens, se mettait au bord, gardait son micro en main et continuait en acoustique. C'est précisément à ce moment-là que je me suis senti passer en second plan. Taylor aussi, je pense, mais c'est précisément à ce moment-là de notre relation que je me suis senti passer en second plan. Ce n'est pas égoïste de ma part de dire que j'ai l'impression de toujours être en avant-plan, de toujours être le premier, ou alors de toujours être celui qu'on console, celui à qui on dit ce n'est pas grave, celui à qui on dit que ce qu'il a fait c'est le bon choix, ce n'est pas le mauvais. J'ai toujours l'impression d'être cette personne. Ce n'est pas égoïste de ma part, je raconte simplement les faits tels qu'ils sont. Je suis un peu le centre de ma famille, je suis un peu le centre de notre trio. On a chacun un rôle à jouer, et le mien c'est d'être le centre. Mais ici, aujourd'hui, c'était précisément le moment où je passais en second plan. Ethan avait besoin de réponse, il est allé voir ses parents. Je le sentais tendu et distant, alors je me suis dit, et si pour une seule fois je jouais son rôle? J'ai mis mes mains sur son cou. J'ai mis mes mains sur... Oh, j'ai mis mes mains juste sur ses épaules. Et je lui ai dit, calme-toi s'il te plaît. Et il m'a regardé et il m'a dit non. Il a monté vite les escaliers. Vite, en montant les escaliers, je l'ai rattrapé en montant les escaliers derrière lui. Je l'ai regardé monter les escaliers très vite. Et puis j'ai monté les escaliers. Taylor, lui, est resté en bas. Taylor, lui, est resté en bas pendant un moment. Finalement, avant de se relever, après s'être allumé une cigarette qu'il a vite fait écraser sur le côté, sans même la fumer. Il est monté, et on est arrivé. La porte était encore ouverte, et Ethan était là en train de parler à ses parents. Ou plutôt, devrais-je dire, de crier, ou de hausser la voix. Son timbre de voix n'était pas comme celui qu'il utilisait avec moi et avec Taylor. Il était beaucoup plus fort, et il parlait à ses parents au milieu de la pièce. Comme si la pièce elle-même n'était pas occupée. La cuisine, le salon. La cuisine, le salon, le grand salon, le petit salon, ou alors même la salle à manger n'étaient pas occupés. Mais le centre de la pièce, le tapis, tout le monde, tout le monde debout sur le tapis, ça, c'était bel et bien occupé. Tout le monde debout sur le tapis était en train de se regarder. Il y avait les sœurs, il y avait les sœurs de Ethan qui étaient là au fond de la pièce et qui regardaient tout depuis un fauteuil. Elles regardaient tout depuis un fauteuil, mais plus qu'autre chose, elles n'étaient pas très intéressées. Surtout intéressées sur ce qu'il y avait sur leur PC. Moi, je suis allé les voir et je leur ai demandé si elles avaient déjà vu Ethan comme ça. Elles ont répondu qu'elles l'ont vu plusieurs fois comme ça, mais sans jamais trop s'immiscer. Il est préférable, elles m'ont dit qu'il était préférable que quand Ethan s'énervait ou quand Ethan voulait avoir des réponses, il était préférable de ne jamais trop s'impliquer, de ne jamais trop s'immiscer. Et j'ai repensé à ce que j'avais fait dans les escaliers. Et j'ai repensé à la manière dont je lui ai dit de se calmer. Il était préférable que je ne fasse pas ça en fait. Alors là, je me suis interrogé. Je me suis interrogé d'abord intérieurement, et puis j'ai posé la question aux filles. Et elles m'ont dit, non, c'est pas grave, t'as juste essayé de le calmer. Mais je ne voulais pas m'immiscer, alors je suis resté sur le côté. Intrigué, je regardais la conversation, et j'entendais chaque fois une phrase qui revenait souvent. Pourquoi vous avez Pourquoi vous avez vendu la maison sans mon accord? Pourquoi vous avez laissé les meubles sans mon accord? Ces deux phrases revenaient le plus. C'était les deux phrases qui revenaient le plus possible, et que j'entendais le plus. Pourquoi vous avez Pourquoi vous avez vendu la maison sans mon accord? Et pourquoi vous y avez laissé les meubles sans mon accord? Et pourquoi vous ne m'avez pas contacté? Toutes des phrases comme ça, toutes des phrases qui commençaient par pourquoi. Toutes des questions, mais des phrases qui commençaient par pourquoi. Jamais, jamais quelque chose de posé, comme il le fait avec nous. Là, il était énervé. Là, il était énervé, je pouvais presque sentir qu'une partie de lui était à l'extérieur. J'étais à l'appartement, seul, avec Ethan. J'avais Taylor au téléphone, mais j'entendais un écho derrière lui. Comme si on parlait derrière lui et que quelqu'un chuchotait ou murmurait ce qu'il disait, ou voire même répétait tout simplement ce qu'il disait. Je l'avais au téléphone et je lui ai demandé « Pourquoi est-ce que j'entends un écho derrière toi ?» Je suppose qu'il a dû se retourner, observer comme il le fait, généralement, tenir
tenir le GSM à une main et ensuite le remettre à son oreille. Et il m'a dit, je suis à la morgue. Comment ça? Étonné, je lui ai demandé pourquoi. Et il a dit qu'il avait obtenu un nouveau job. Alors c'est vrai qu'il nous avait déjà parlé d'un nouveau job, mais il nous avait jamais parlé d'un nouveau job à la morgue. Il nous avait parlé d'un nouveau job. Moi, je m'imaginais un job étudiant, peut-être dans un magasin qui vend un petit peu tout et n'importe quoi, un genre de magasin de bricolage ou je sais pas. Mais je m'imaginais peut-être même un magasin de dessin, un magasin de peinture, un magasin de toile, le genre de magasin qui vend des articles de peinture ou alors le genre de magasin qui vend des articles pour faire de l'art, un petit peu le magasin que fréquente ma mère. Je m'imaginais ça depuis qu'il s'était mis au dessin pour pouvoir découvrir ce que ça fait de dessiner. Eh bien, j'imaginais qu'il avait pris un job là-bas, mais pas dans une job, mais, mais un job dans une morgue. Sérieusement, j'imaginais pas ça. Pas dans une morgue, sérieusement. Alors j'ai pris mon GSM mettant la main dessus, et je lui ai dit, attends une seconde, je vais parler à Ethan. Et là, j'ai chuchoté en lui disant, il travaille à la morgue. Ethan m'a regardé, lui tout aussi choqué que moi. J'ai mis alors en haut-parleur, j'ai posé le GSM sur la table, et Ethan, la première question que Ethan a posée, c'est comment là-bas? Je me suis dit encore une fois qu'il a dû se tourner et qu'il a dû regarder partout autour de lui et dire vide, froid. Ethan a alors dit non, non, c'est pas ce que je veux dire, c'est comment tu te sens là-bas, c'est comment là-bas? Qu'est-ce que tu ressens? La seule chose qu'il nous a répondu, c'est seul, je me sens seul, mais vous pouvez passer. Et il nous a proposé de passer. Alors on est venu, on a pris ma voiture et nous y sommes allés. Déjà que le- Déjà que l'hôpital, elle, était surprenante, noire, presque en contre-jour, pas avec la lumière du soleil, mais avec la lumière de la nuit. Avec la lumière de la nuit, si on peut dire ça comme ça, la lumière que dégagent les nuages, que dégage la lune. On a vu alors, on a vu alors l'hôpital qui était en train de surplomber le ciel, et juste devant nous, on est arrivé. Sur le côté, il y avait une voiture noire qui m'inquiétait un peu. On est rentré, on a demandé où se trouvaient les agents d'admission de la morgue, et on nous y a conduits. Au moins trois. On nous a conduits aux agents d'admission de la morgue. On a dit qu'on en connaissait un, et Taylor, finalement, voyant la sécurité qui nous avait amenés, mais qui nous interdisait d'entrer, Taylor est sorti. Taylor est sorti à regarder les caméras, et a dit c'est bon, je les connais, et a ouvert. Tout de suite, ça sentait vraiment très mauvais. Ça sentait le cadavre, le macabé, et aussi le produit pour nettoyer. Le produit nettoyant et une odeur de cadavre, de macabé, de mort. Il nous a regardés, il avait le sourire, il n'était pas si seul que ça, il avait le sourire et il nous a regardés en disant oui bon j'avoue c'est pas si terrible, l'odeur est un peu étrange, mais on s'y fait quand on travaille. On est resté là un moment avant de repartir, et c'est au beau matin, le lendemain, qu'il est revenu, qu'il a mis sa veste au porte-manteau et qu'il s'est couché près de moi. Je lui ai demandé comment ça s'est passé à la morgue, et il m'a murmuré que ça s'est très bien passé, mais qu'il s'était senti un petit peu seul après notre départ. Même si l'endroit en soi est, même si l'endroit en soi est rempli de cadavres et rempli donc d'humains. Je l'ai regardé et je lui ai dit comment ça tu t'es senti seul. On s'est tous les deux assis sur le côté et il a dit oui je me suis senti seul, même si en soi c'est vrai que l'endroit est rempli d'humains, mais qui sont morts. Finalement la question que je me posais, comment est-ce qu'il s'était senti, et la question à laquelle il avait répondu plusieurs fois, parce que je voulais vraiment savoir comment ça allait, s'est poursuivi dans la cuisine. C'était une vraie impression de chagrin. On est allé au cimetière et c'était une vraie impression de chagrin. Pas cette impression quand tu passes devant une tombe, que tu t'agenouilles et que tu te dis que la personne qui est en dessous méritait amplement de mourir. Non, là c'était une vraie impression de chagrin. Cette impression que lorsque tu te présentes devant la tombe, plus rien ne va, comme si le temps se suspendait et et que plus rien n'allait. Ce vide à l'intérieur que l'on ressent. Cette impression que j'ai, cette impression que j'ai perdu quelqu'un, alors que ce quelqu'un pouvait être en ma présence maintenant. À côté de moi, il y avait heureusement Taylor et il y avait heureusement Ethan, mais ils avaient attendu un peu plus loin
et un peu plus derrière moi quand je me recueillais. C'était un ami que j'aimais beaucoup, un ami avec qui je passais du temps. C'était avant de rencontrer Ethan, avant de rencontrer Taylor. Mais ils étaient tous les deux au courant. Ils connaissaient, ils connaissaient cet ami, ils connaissaient son nom, savaient ce qu'il avait fait pour moi, savaient comment est-ce qu'il m'avait aidé, dans quel sens est-ce qu'on était allé, comment était notre relation. Mais il est mort dans les flammes, il est mort incendié, il est mort brûlé vivant. L'une des pires douleurs du monde. Je me suis rendu devant sa tombe, j'ai vu sa photo et j'avais l'impression de me remémorer plein de flashs. Ça apparaissait comme des flashs de photos, ça apparaissait comme des images dans ma tête, des moments avec lui. J'ai finalement rejoint à la maison derrière dans laquelle on pouvait attendre et voir les défunts qui ont été incendiés, qui ont été incendiés, qui ont été brûlés plutôt qu'enterrés. J'ai été les voir dans cette maison. Cette maison qui gardait tous les pots avec à l'intérieur les cendres. J'ai vu que en main, Taylor en tenait un. Taylor tenait un pot en main, je lui ai dit de le remettre en place, mais il m'a expliqué que ce pot, c'était le pot de quelqu'un qui était mort dans sa famille. Alors lui aussi se recueillait quelque part. Pour lui, ce n'était pas simplement se rendre à la maison pour me laisser se rendre dans cette maison mortuaire pour me laisser de l'espace, mais c'était se rendre dans cette maison mortuaire pour surtout rendre visite à cette personne qui était morte aussi. Ethan, c'était le seul qui n'avait personne, le seul qui était là pour le seul qui était là pour m'aider moi et pour aider Taylor. Alors, lorsqu'on se remettait tous les deux juste devant la tombe et lui devant le pot avec les cendres, on repensait à notre ami. Ensuite, lorsque nous sommes partis, une fois arrivé à l'appartement, j'ai oublié tous ces souvenirs, mais j'avais rendu au moins pour une fois visite à quelqu'un au cimetière, à quelqu'un qui ne méritait pas d'être enterré, à quelqu'un qui ne méritait pas la mort, contrairement à la personne à qui je pense, mon père. Aujourd'hui, on devait aller chez Taylor. Dans la forêt, quand il était en train de conduire, lui conduisait plutôt rapidement. La route était droite, donc il pouvait. Là, j'avoue que pour le moment, je n'avais rien à dire. Si la route était sinueuse, j'avoue que je lui aurais demandé de ralentir. J'aurais posé ma main sur son bras, ou voire même peut-être sur le volant, et je lui aurais dit ralentis, s'il te plaît. Mais là, la route était droite, en plein milieu de la forêt. Jusqu'à ce qu'il y ait un grand tournant et sec. Là, j'ai regardé ce grand tournant qui était sec et qui était voire même peut-être trop aigu. Je l'ai regardé, ce tournant trop aigu, et j'ai vu alors la forêt. À côté de ce tournant, on s'enfonçait dans la forêt, et puis on a vu un portail. Moi, je l'ai vu comme Taylor l'a vu. Ethan, à l'arrière, s'est mis un peu. Ethan, à l'arrière, a regardé par la fenêtre et a vu le portail s'ouvrir, la grille s'ouvrir et passer juste à côté de la voiture. On est rentré, l'impression que la forêt était en train de nous compresser, de nous oppresser, l'impression que la forêt nous resserrait à l'intérieur de plus en plus. Moi, je pensais au départ qu'il allait nous emmener dans un quartier riche, peut-être enfermé dans la forêt, ou alors ou alors voir même en plein milieu de New York ou de Manhattan. Je pensais ce genre de choses, mais pas du tout. Je pensais ce genre de choses, mais pas du tout. Vraiment, il nous a emmenés dans un petit quartier renfermé à l'intérieur de la forêt. À l'intérieur de la forêt, ce petit quartier renfermé, il y avait cette maison. Cette maison toute petite, mais pourtant énormément similaire aux maisons qu'on retrouve dans un film d'horreur. Je suis sorti, la voiture s'est arrêtée. Je suis sorti, la voiture s'est arrêtée et j'ai regardé Taylor en lui demandant c'est là que tu vis? Il a levé les yeux au ciel et m'a dit bah oui, sinon je vous aurais pas emmené, sinon je vous aurais emmené autre part. À ce moment-là, je lui ai dit on dirait vraiment la maison dans l'un des épisodes de l'étrange et l'incroyable, de l'irréel et incroyable témoignage. Quand je lui ai dit on dirait vraiment l'une des maisons de l'étrange et irréel incroyable témoignage, il m'a regardé et m'a dit ouais c'est ça, entre avant de juger. Et je suis entré. La maison de l'extérieur paraissait abandonnée mais encore vivante. À l'intérieur, elle paraissait nouvelle et contemporaine. Je suis rentré dans sa maison. Et finalement, on est monté dans le toit. Le toit complètement, le toit complètement amoché, mais pourtant en construction. Il y avait son lit, sa chambre,
et il y avait certains endroits où tout était mis au sol. Il habitait exactement ici, ce n'était pas une blague. Et pourtant, quand on est arrivé, j'avais vraiment l'impression d'être sur le décor d'un film d'horreur ou sur la maison qu'il y avait dans l'un des épisodes de l'étrange et irréel incroyable témoignage. Cette série qui fait très peur. À ce moment-là, nous sommes restés là la soirée et nous sommes sortis, même dans les bois, voir ce que ça faisait. C'était moi qui l'avais demandé. Mais il habitait bel et bien ici. Ça, de- ça devait lui faire quelque chose. Ça devait lui faire quelque chose de vivre à Manhattan, de vivre à New York, et de vivre surtout dans les grandes villes luxueuses où l'on trouve des grands immeubles comme le mien, et pourtant d'avoir une maison qui se trouve en plein milieu de la forêt. Il m'a répondu que non, pas tant que ça ne lui faisait pas grand-chose. Juste un décalage, juste un décalage sensoriel, un décalage d'image par rapport à l'endroit où il vit. J'ai haussé les épaules et je lui ai dit, si tu le dis, en m'appuyant contre le mur. Dans un décor métallique comme celui-ci, j'entendais les coups de vent brusques qui s'enfonçaient dans les tunnels noirs, et je n'apercevais que 2 lampes, les lampes des métros qui arrivaient. J'avais même parfois envie, même si je savais que si je faisais ça, je mourrais sur le coup, j'avais envie de m'asseoir, laissant traîner mes jambes dans le vide. Alors je m'asseyais juste sur les bancs qu'il y avait contre le mur. Car dans cette station, je m'asseyais soit sur les bancs qu'il y avait contre le mur, soit je m'asseyais de côté aux escaliers, et je laissais mes bras juste sur sur le rebord des rampes en métal. Mes bras posés sur le rebord des rampes en métal, et je me mettais de côté, laissant laissant mes jambes pendre dans le vide. Et j'attendais que le métro arrive. Mais dans ce décor métallique, dans ce décor où j'entendais des voix humaines dans ce décor où j'entendais des voix humaines modifiées à travers un appareil et qui nous disaient les stations auxquelles le métro allait s'arrêter, quand j'entendais les coups de vent et la pression à l'intérieur du métro qui laissait les portes s'ouvrir, ça me glaçait le dos. Ça me glaçait le dos, ça me rappelait mon accident, ça me rappelait ce qui s'est passé, ça me rappelait les nombreux bruits que j'avais entendus pendant de nombreux examens sur mon bras. Et alors, métal contre métal, ce bruit, je l'ai regardé, et il m'a saisi tout seul, comme si je m'étais saisi à cause de mon propre corps. Assis sur le... Assis juste sur les escaliers, Taylor est venu à côté de moi et il m'a regardé. Et il m'a demandé, tout va bien? J'ai levé les yeux, j'ai écouté la voix de... j'ai écouté la voix de cette femme qui disait que le prochain métro allait bientôt arriver, et qui nous disait à quelle station il allait s'arrêter. On a pris ce métro et on s'est arrêté à une station. Je me suis levé sans dire si ça allait bien ou non à Taylor, et finalement il s'est assis à côté de moi dans le métro. Du côté fenêtre, je lui ai dit que tout allait bien, en lui disant d'abord que je n'avais pas répondu à sa question, et que je m'en excusais. Il a mis sa main dans mon dos et m'a dit ce n'est pas grave. Si parfois tu es trop inquiet, parfois tu es trop inquiet ou que tu ne peux pas répondre à une question tout de suite, ce n'est pas grave, je ne m'en fais pas. Je le sais, je le vois. Et il m'a dit ensuite qu'il lisait dans mes yeux comme dans un livre ouvert.